Les Maliens se rendront aux urnes ce 28 juillet pour élire leur président pour la 5e fois depuis l'avènement de la démocratie en 92. Ce soir, nous retournons dans l'histoire de la présidentielle malienne, marquée par un faible taux de participation et une multitude de candidatures. Hors de nos frontières, le président Bouteflika est de retour en Algérie après 4 mois de soins en France. Il va continuer à gouverner le pays mais ne pourra pas se représenter à la présidentielle. Presque au même moment, en Égypte, le nouveau gouvernement de transition de 33 membres sans les frères musulmans prêtait serment. Madame, Monsieur, bonsoir. Mercredi 17 juillet, le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire à Koulouba. C'était sous la présidence du Premier ministre Django Sissoko. Le Conseil a adopté des projets de texte, entendu des communications et procédé à des nominations. Tout de suite, le contenu du Conseil, en commençant par le chapitre des mesures réglementaires. Sur le rapport du ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant la procédure de sélection et les profils des membres de la Direction générale de l'Autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information, de la communication et des postes. Dans le cadre du renforcement de la régulation du secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes, et pour adapter la législation malienne aux exigences des actes additionnels de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, le gouvernement de la République du Mali a créé une autorité administrative indépendante dénommée Autorité malienne de régulation des télécommunications TIC et des postes. L'autorité malienne de régulation des télécommunications TIC et des postes a été dotée pour son fonctionnement d'une direction générale chargée de la régulation quotidienne des secteurs. Le présent décret a pour objet, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 28 septembre 2011, portant régulation du secteur des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes, de déterminer la procédure de sélection et les profils des membres de la direction générale. Il prévoit, sur la base de la définition des profils adaptés, un appel à candidature pour leur recrutement. Le système adopté vise à assurer la rigueur et la transparence dans le processus de désignation de tous les membres de la direction générale et à prendre en compte le caractère technique et les enjeux importants découlant des décisions de régulation. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, M. Abdoulaye Diarra, professeur de l'enseignement supérieur. Au titre du ministère de la Sécurité intérieure et de la Protection civile, inspecteur des services de sécurité et de protection civile, contrôleur général de police Odiouma Kone, contrôleur général de police Ismaïla Koulibaly, contrôleur général de police Modibo Diallo. Au titre du ministère de l'Équipement et des Transports, conseiller technique, M. Abdoulaye Diallo, inspecteur des services économiques, président du conseil d'administration de l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER, général de division Souleymane Yakouba Sidibé. Au chapitre des communications, au titre du ministère des Finances, le ministre des Finances a informé le Conseil des ministres des conclusions de la rencontre avec les responsables de la BCEAO et des banques locales sous la réouverture des banques dans les villes de Gao, Tombouctou et Kidal. Les responsables des banques ont marqué leur accord pour la réouverture de l'agence de la BCEAO à Mopti et des agences des banques à Gao, Tombouctou et Kidal. Le gouvernement prendra à cet effet des dispositions pour renforcer les mesures de sécurité et pour rétablir les réseaux d'eau et d'électricité. Il prendra également des dispositions pour le rétablissement des liaisons téléphoniques dans les meilleurs délais par les opérateurs concernés. Au titre du ministère du Commerce et de l'Industrie, le Conseil des ministres a été informé de la situation des stocks et des prix des produits de première nécessité.
Les stocks disponibles sur le territoire national couvrent les besoins de consommation pour toute la période du Ramadan et les prix à la consommation des produits de première nécessité sont dans l'ensemble restés stables. Au titre du ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a été informé de l'évolution des travaux des commissions de conciliation mises en place au niveau du ministère du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, avec les ministères concernés pour la gestion des préavis de grève déposés par le syndicat national de l'enseignement supérieur, et le syndicat national de la santé, de l'action sociale et de la promotion de la femme. Le Conseil des ministres a demandé aux ministres de poursuivre le dialogue avec les dits syndicats. Voilà ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres de ce mercredi 17 juillet. Tout de suite, le jingle de la page élection. Élection présidentielle, un candidat se retire de la compétition. Il s'agit de Thieblé Dramé du Parena. Il estime que les conditions ne sont pas réunies pour organiser une élection crédible, transparente et régulière. L'ancien candidat n'a toutefois pas donné de consigne de vote à ses militants. C'est la principale information donnée ce matin au siège du Parena au cours d'une conférence de presse suivie par Mamare Kone. Ils seront désormais 27 candidats à prendre part à l'élection présidentielle du 28 juillet prochain. 10 jours après avoir déposé une requête auprès de la Cour constitutionnelle aux fins d'annulation du décret convoquant le collège électoral, le candidat de l'Alliance populaire pour la Renaissance nationale jette l'éponge. Devant le silence d'une institution pourtant compétente pour connaître le contentieux, tous les contentieux relatifs à l'élection du président de la République, j'ai décidé de retirer cette requête en accord avec le Parena et avec les alliés du Parena regroupés au sein de l'Alliance populaire pour la Renaissance nationale, Maliba. J'ai également décidé de retirer ma candidature à l'élection présidentielle prévue pour le 28 juillet. Thieblé Dramé évoque plusieurs raisons pour expliquer le retrait de sa candidature. Parmi celles-ci, le non-respect du délai de révision des listes électorales à Kidal, ce qui pourrait, à ses yeux, empêcher la population de cette région de participer au choix du futur président de la République. Avec mes amis et sympathisants, nous sommes convaincus que les conditions d'une élection régulière, crédible et transparente ne seront pas réunies le 28 juillet. En plus de ces raisons, Thieblé Dramé dira que subsistent de nombreuses difficultés comme l'acquisition de la carte Nina. Le candidat de l'Alliance populaire pour la Renaissance nationale qui ne boycottera pas l'élection présidentielle dit ne pas donner de consigne de vote à ses militants. Il souhaite enfin une bonne élection à notre pays. Vous pourrez suivre après ce journal les messages de campagne des candidats Soumaïla Sissé de l'URD, Sibiri Koumaré du parti Sira, Cheikh Mohamed Abdoulaye Souad dit Cheikh Modibo Diara du RPDM et Ahmed Sow du RTD. Ces messages de campagne seront suivis des entretiens de 10 minutes avec les candidats Modibo Silibé de la CNPP et Koniba Silibé du MODEC. Et puis le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État invite les candidats dont les noms suivent à se présenter au siège de l'organe demain, jeudi 18 juillet, pour l'enregistrement de leur message de campagne. 9h30, Alouseni Abamaïga Panafrique, 10h, Chokel Kokala Maïga MPR, 10h30, Oumar Bouri Touré Gad, 11h, Thieblé Dramé, Parena, donc comme vous le savez, Thieblé Dramé s'est retiré de la course. Et puis le président du Comité national de l'égal accès aux médias d'État informe les candidats dont les noms suivent, Muntagatal Snid Fasoyirwaton, Shogel Kokala Maïga MPR, que l'enregistrement de leur entretien de 10 minutes se fera dans la matinée de demain, jeudi 18 juillet. Et les candidats devront donc prendre contact avec la direction de l'ORTM pour en connaître le lieu et l'heure. L'Alliance des patronnes de la presse écrite du Mali, APPM, tient depuis ce matin un atelier de formation sur le projet Médias pour une meilleure participation des femmes au processus électoral. L'objectif visé est d'inciter la presse à accorder plus d'intérêt aux candidatures féminines dans les élections prévues dans notre pays. Le reportage de Kadidia Tokone.
Durant 3 jours, les participants seront formés sur des thèmes comme collecte et traitement de l'information en période électorale, responsabilité du journaliste, rôle et place des journalistes pour une meilleure participation des femmes au processus électoral, loi électorale, quelle appropriation pour les femmes. Avec ces thèmes, l'Alliance des patronnes de la presse écrite du Mali, APPM, souhaite mobiliser et sensibiliser les femmes pour une grande participation aux élections futures. Nous avons constaté que la presse, en tant que quatrième pouvoir, peut mobiliser encore plus. Et que sur le plan politique, les femmes sont au début, au centre, à la fin de toutes les activités politiques. Mais quand il s'agit des places décisionnelles, les femmes sont à rade là-bas. Donc nous avons décidé, avec toute la presse malienne, de mobiliser une fois de plus les femmes à se présenter aux élections. Créée en 2012, l'APPM développe et participe à des actions pour la promotion de la femme. Car selon elle, la représentation des femmes maliennes dans les postes de prise de décision ne fait que régresser depuis 2008. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, entend soutenir cette action car l'un des objectifs du présent gouvernement est une bonne organisation des élections à venir. Nous ne pouvons pas ne pas être ici lorsque les femmes qui constituent la majorité de la population de ce pays s'engagent pour une plus grande participation au processus électoral. Nous ne cesserons jamais de le répéter. Nous, de la transition, nous avions reçu 2 missions essentielles. La reconquête du territoire et l'organisation d'élections propres. Sans la femme, sans votre participation, notre processus va toujours manquer l'essentiel. Cette formation de 3 jours vise à doter les journalistes et animateurs venus de Kaya, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Bamako de compétences leur permettant de s'intéresser aux candidatures féminines. Le gouverneur du district de Bamako porte à la connaissance des agents électoraux, présidents de bureau et assesseurs de la commune 1 du district de Bamako qu'une séance de formation sera organisée à leur intention demain jeudi 18 juillet à partir de 9h à l'école Baraben Santara à l'ouest du terrain sport à Korofina Nord. Pour le choix des délégués de la CENI, les responsables de la structure ont mis cette année un accent sur le niveau intellectuel de l'agent. Les délégués en question débuteront leur formation dans 72 heures. En attendant, ce sont leurs formateurs qui s'informent à Bougouni sur le contenu de la loi électorale et la conduite à tenir le jour du scrutin. Mohamed Diarra. Pour la dernière ligne droite de la présidentielle du 28 juillet 2013, il n'y a point de doute. Tous les acteurs impliqués suivent la cadence imprimée par le pouvoir public. L'une des preuves, c'est cette formation de formateurs des délégués de la CENI qui vient de démarrer à Bougouni. Cette première étape concerne Bougouni, Yanfoulila et Kolangaba. Cette formation de proximité consiste à déployer ceux qui sont formés aujourd'hui dans les communes pour aller former les délégués de la CENI dans les bureaux de vote. C'est-à-dire que le déplacement en termes de grand parcours de grande distance ne sera plus fait par le délégué de la CENI. C'est les membres de la CENI qui vont faire le mouvement vers les délégués pour les former. Les formateurs sont conscients de l'enjeu de l'élection présidentielle du 28 juillet. Ils promettent de jouer le rôle qui est le leur pour relever le défi du bon déroulement du scrutin dans les bureaux de vote. Nous attendons à ce que nous, formateurs, nous soyons bien outillés pour qu'on puisse relayer la formation au niveau des délégués qui sont dans les bureaux de vote le jour du scrutin. Alors, c'est pour que... En tout cas, les documents qu'ils produisent puissent être exploités à 100%. C'était prévu dans la planification que cette formation, et c'est très important. Alors, nous suivons la préparation pour les élections. Tous les fonctionnaires qui s'engagent dans le processus, ils sont tous importants. Ce rôle, l'adjoint au préfet du secteur de Bougouni l'a rappelé. Boubacar Touré a également souligné que le taux de retraite des Katnina est de 83% à Bougouni. Cette année, la CENI se veut rigoureux dans le choix des délégués. Oui, nous avons été très rigoureux cette année dans le recrutement des délégués en termes de niveau. Parce que nous attendons des résultats de qualité du délégué de la CENI dans le bureau de vote. L'objectif final est de mériter la confiance placée en la CENI par les autorités au plus haut niveau, quant à la supervision et au suivi du processus électoral.
L'ambassadeur du Mali au Sénégal, Moulay Ali Khalil Askofare, a assisté ce matin, sur invitation du général Pathé Seck, ministre de l'Intérieur du Sénégal, à l'École nationale de police à Dakar, à la cérémonie de remise de drapeaux au premier contingent des forces de police sénégalaises devant se rendre au Mali. Le commissaire divisionnaire Abdoulaye Niang, dans son allocution, a déclaré que ce premier contingent est le fruit d'un long processus de sélection. Il a par ailleurs rappelé les objectifs de la mission du contingent au Mali, notamment la sécurisation et la protection des populations, la stabilisation de la situation sur le terrain, œuvrer pour un meilleur développement des populations locales et contribuer au rétablissement de la sécurité. À Kidal, en 3 jours d'opération de distribution de la carte Nina, plus de 1000 unités ont été enlevées. Les commissions de distribution sont à pied d'œuvre pour atteindre les 100%. Dans la région, le cercle de Tessalit est la seule localité où les autorités ont connu des difficultés liées à un déficit de communication. Écoutons le gouverneur de la région de Kidal, le colonel-major Adama Kamisoko. Il est au micro de Fousseini Tunkara. La distribution des cartes a effectivement commencé à partir du vendredi. Donc du vendredi à la date d'hier, puisque la journée d'aujourd'hui n'est pas terminée, nous avons 1196 cartes retirées. Donc voilà un peu la situation des cartes retirées sur les 3 cercles. Tessalit, il y a déjà les commissions qui sont en place, mais ils demandent une certaine sécurité. Donc normalement aujourd'hui ils doivent commencer. L'aménagement devrait les remettre à leur disposition une escorte et pour pouvoir sécuriser la distribution. Parce que vous savez, la ville de Tessalit et là où est basée les forces de l'aménagement sont à peu près à 7 km. Nous avons les communications qui sont très difficiles entre nous et Tessalit. Il n'y a pas de téléphone à Tessalit. Donc raison pour laquelle on ne peut pas dire avec précision. Aujourd'hui, il y a tel nombre de cartes qui ont été retirées. La région a aujourd'hui 134 bureaux de vote, c'est-à-dire au niveau de le cercle de Kidal, 68 bureaux de vote, le cercle de Ténésako, 17 bureaux de vote, et le cercle de Bébara, 20 bureaux de vote, et le cercle de Tessalit, 29 bureaux de vote. Donc au total, 134 bureaux de vote. Le vendredi, il n'y avait pas une mobilisation, mais depuis le samedi jusqu'à la date d'aujourd'hui, il y a quand même une mobilisation parce que certains cercles arrivent à enregistrer plus de 600 ou 700 retraits par jour. Donc je crois qu'il y a une mobilisation autour du retrait des cartes. La musique comme facteur de sensibilisation et de mobilisation en faveur d'un retrait massif des cartes Nina, c'est la mission de la caravane musicale du Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie qui était ce mardi au stade Babemba Traoré de Sikasso. Le reportage de Sekou Konati. Pour ce concert de sensibilisation initié par le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie CEMDID et ses partenaires du PNUD, et l'ambassade du Royaume des Pays-Bas en faveur d'élections apaisées et participatives, la jeunesse du Kénédougou a répondu à l'appel, tant la vision des initiateurs demeure la même pour la jeunesse de Sikasso. Insister auprès des populations pour qu'ils jouent leur partition dans le processus d'organisation des élections, à savoir participer massivement et rester dans une dynamique positive de paix, de cordialité. Abdoulaye Diabaté donne alors le ton des spectacles dont l'accès était subordonné à la présentation de la carte Nina. Et carte Nina sera le premier titre qui viendra soulever le public du stade Babemba Traoré. Et Foukendi de venir accentuer la pression musicale avec un extrait de son nouvel album. Ce qu'on souhaite seulement, c'est qu'il ne faut pas se limiter à prendre les cartes Nina parce que les cartes sont jolies. Non, mais il faut prendre les cartes parce que les cartes, c'est le moyen indispensable pour pouvoir voter. Au regard de l'engouement engendré par cette initiative de CEMDID et de ses partenaires,
l'on est en droit de s'attendre à une participation effective de la jeunesse du Kénédougou au scrutin du 28 juillet prochain. Le ministre de l'Administration territoriale informe les citoyens que 3 numéros verts sont mis à leur disposition à travers son centre d'écoute et d'orientation de l'électeur pour toute information concernant le processus électoral. Ces numéros verts fonctionnels à partir de demain, jeudi 18 juillet, sont les suivants: 80 00 11 37, 80 00 11 38 et le 80 00 11 39. Les numéros s'affichent au bas de votre écran. Le ministre s'est compté sur le civisme de tous. Ce 28 juillet, les Maliens choisiront pour la 5e fois depuis 1992 le président de la République. Pendant que les politologues cherchent toujours à savoir pourquoi une multiplicité de candidatures pour le fauteuil présidentiel, il reste constant que le taux de participation reste le ventre mou de cette haute compétition électorale. Le dossier du jour est consacré à quelques aspects de l'histoire de la présidentielle malienne sous la 3e République. Un dossier signé Abbas Fambogori Traoré. Après la conférence nationale de 1991, notre pays a très tôt mis le cap pour se hisser dans le club restreint en Afrique des démocraties nouvelles, le multipartisme intégral en bandoulière. Passage obligé, les urnes. Les présidentielles de 1992 avaient pour objet le retour du pays à une vie constitutionnelle normale. Donc l'objet fondamental, c'était la mise en œuvre de la Constitution du 25 février 1992 qui lui-même a été adopté par référendum en janvier 1992. Ainsi, de janvier à avril 1992, nos concitoyens se mobilisent tour à tour pour le référendum, les élections municipales, législatives et présidentielles. À cette première épreuve, ils étaient 9 candidats. Après un premier tour, Alpha Oumar Konaré et Théoulé Mamadou Konaté s'affrontent au cours d'un arbitrage électoral. Au deuxième tour, 20,97%. Au finish pour Alpha Oumar Konaré, élu président. Quels enseignements retenir de cette première présidentielle malienne de 1992? L'enseignement fondamental de cette présidentielle, c'est qu'il y a quand même eu un débat contradictoire entre les 2 candidats au second tour pour permettre à l'opinion de savoir leur projet pour le Mali. Les présidentielles n'ont même pas atteint les 30% en 1992, ce qui est un peu un paradoxe pour un pays qui a, si vous voulez, sacrifié près de 300 de ses fils pour arriver à la démocratie et que les citoyens boudent les urnes. En 1997, un mandat fini et notre commence. Mes amis, parcours, la Cour constitutionnelle devient fonctionnelle. La Cour constitutionnelle est une juridiction, c'est-à-dire que ces décisions ont autorité de la chose jugée et que ces décisions sont sans appel et s'imposent à toutes les institutions et à tous les citoyens du Mali. En ce qui concerne les élections présidentielles et législatives, l'importance de la Cour constitutionnelle se situe à 3 niveaux. Premier niveau, avant le scrutin. Deuxième niveau, pendant le scrutin. Et troisième niveau, après le scrutin. En droit, une juridiction qui statue sur le contentieux électoral, une juridiction qui proclame les résultats de l'élection, c'est cette juridiction qui doit en principe recevoir le serment du président de la République. Mais dans notre cas précis du Mali, puisque la Cour n'était pas fonctionnelle en 1992, l'élection du président de la République a été, si vous voulez, gérée par la section constitutionnelle de la Cour suprême. Et à cette époque-là, le président de la République a prêté serment devant la Cour suprême. Aussi, la CENI, la Commission électorale nationale et indépendante, entre dans les mœurs électorales chez nous. Les tensions politiques sont passées par là. À la demande de la classe politique, les pouvoirs publics sont allés dans la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante qui avait toutes les attributions du ministère de l'administration territoriale pour l'organisation des élections. Et le 3 mars, le président de la République avait dissous l'Assemblée. Donc, conformément aux dispositions de l'article 42 de la Constitution, il fallait aller à des législatives anticipées. Ces législatives anticipées organisées le 13 avril ont été annulées par la Cour constitutionnelle. Une crise politique s'en est suivie qui a fait qu'une bonne partie de la classe politique, membre du collectif des partis politiques de l'opposition, a boycotté les élections présidentielles. Parce que s'ils étaient 10 postulants au départ, à l'arrivée, il n'y avait que 2
candidat, le président sortant, contre un candidat de moindre envergure, Feu Mamadou Batroou Diaby. En 2002, les Maliens retournent aux urnes pour un nouveau président. Une nouvelle alternance avec une particularité cependant dans les candidatures. En 2002, on a vu l'apparition d'un indépendant. En 2002, il y a aussi eu un second tour entre l'indépendant et le candidat du parti majoritaire. Et au finish, c'est l'indépendant qui l'a emporté. Ce qui a fait que notre pays a connu un système démocratique un peu atypique, la cohabitation d'un indépendant avec une majorité écrasante de partis politiques à l'Assemblée nationale. ATT, candidat à un second mandat en 2007, s'impose en un tour unique avec plus de 68%. De 1992 à ce prochain scrutin du 28 juillet 2013, la communication des candidats à la présidentielle s'est portée de mieux en mieux. L'esprit est toujours le même. Comment présenter le candidat sous le meilleur jour pour le faire élire? Et de ce point de vue, si on revient à 92, à l'époque artisanale, on avait fait des choses à l'époque qu'on n'a jamais rééditées jusqu'alors. Leur thème à l'époque avait organisé des débats. Et au second tour, avait organisé un débat entre les deux finalistes, Thiolé Konaté et Alpha Oumar Konaré à l'époque. Et à ce jour, c'est le seul débat qui a eu lieu entre les deux candidats qui étaient présents au second tour. Et un débat dont tous les observateurs à l'époque se sont félicités, car ça avait été un débat de très haute tenue. C'est vrai aussi que la multiplication des recours en justice entre le premier et le deuxième tour a réduit le temps de campagne et a restreint la marge de manœuvre des médias lors des campagnes qui ont suivi 92. Une constance, cependant, c'est le faible taux de participation de nos concitoyens aux différentes élections présidentielles sous l'heure démocratique. Aucun vote n'a atteint 40% de participation. Le challenge ici, c'est inverser cette situation qui pèse sur la légitimité de nos présidents. Voilà donc des pages d'archives, les images d'archives qui nous ont fait revivre les pages de la présidentielle malienne. Suite aux nombreuses contributions en faveur de notre armée, le ministre des Finances informe le public que la situation du compte bancaire ouvert à la BDM SA, intitulé Appui aux forces armées, présente à la date du 12 juillet 2013 un solde de 2 981 580 487 francs CFA. Le ministre des Finances profite de cette occasion pour renouveler sa profonde gratitude à l'ensemble des généreux donateurs et les informe que la liste complète des donateurs figure sur le site web du ministère. Hors de nos frontières, avec l'essentiel de l'actualité sur le continent, des migrants africains ont été interpellés en Italie. En Algérie, le président Bouteflika est rentré après près de 4 mois à Paris pour des soins. Et tout de suite, l'Égypte a un nouveau gouvernement de 33 membres auquel ne participent pas les frères musulmans. Le gouvernement de transition vient de prêter serment. En Égypte, le nouveau gouvernement a prêté serment. La cérémonie s'est déroulée devant le président intérimaire désigné par l'armée, Adli Mansour. Composé de 35 ministres, ce gouvernement aura en charge l'adoption d'une nouvelle constitution et l'organisation des législatives d'ici début 2014, avant de nouvelles présidentielles. Aucune personnalité affiliée à une formation islamiste ne fait partie de ce cabinet. Les frères musulmans qui appellent à la poursuite des manifestations de rue ont aussitôt fait savoir qu'ils ne reconnaissaient ni la légitimité ni l'autorité de ce gouvernement. Abdelaziz Bouteflika est rentré en Algérie. Le président algérien avait été hospitalisé en France pendant 80 jours à la suite d'un AVC. Sur ces premières images, on le voit en réunion à Alger avec de hauts responsables du gouvernement. À moins d'une aggravation de son état de santé, le président Bouteflika devrait aller jusqu'au terme de son mandat en avril 2014. En revanche, il ne semble plus être question qu'il rempile pour un 4e exercice. La succession est donc ouverte.
Retour à l'actualité nationale. Les aéroports du Mali ont tenu ce matin la 43e session de leur conseil d'administration avec un chiffre d'affaires de 4 milliards 500 millions de francs CFA. La société accuse une réalisation d'environ 87% et cela malgré la crise politico-sécuritaire qu'a connue le pays. Le reportage de Alocéné Touré. Les activités de l'aéroport du Mali se répartissent en redevance aéroportière pour un peu plus de 87% et de la redevance extraportière pour environ 12%. Il ressort du bilan de l'année 2012 que pour une prévision d'environ 8 milliards 378 millions, les réalisations sont de l'ordre de 7 milliards 145 millions, soit un taux de 85,29%. Des motifs de satisfaction pour la direction générale. Les objectifs qui furent les nôtres sont globalement satisfaisants. Sur le plan qualitatif, le suivi de nos qualités a été renforcé. Un programme de contrôle qualité des services et prestations a été élaboré. Le programme du système de management de la sécurité se poursuit. Les mesures de sûreté d'aéroport ont été renforcées. La communication interne a été améliorée. Le taux d'indisponibilité des équipements et infrastructures a été réduit. Les activités de certification environnementale continuent toujours. Les engagements financiers ont été exécutés correctement sur le plan quantitatif. Aéroport du Mali a enregistré un chiffre d'affaires de 4 milliards 500 millions de francs CFA, soit 87% de taux de réalisation par rapport à la prévision. Malgré une conjoncture particulièrement difficile, Aéroport du Mali a maintenu les objectifs de l'année 2012 pour 2013 et une projection de 7 milliards 900 millions de francs CFA, soit une augmentation de 10%. Envisager la relance économique dans un bref délai à Gao avec l'ouverture des banques et la mise en place d'un système d'approvisionnement en denrées de première nécessité, c'est le souhait du ministre de l'économie et de l'action humanitaire. Pour y arriver, le ministre a rencontré le gouverneur et les chefs de service de Gao. Le reportage de Daouda Zoumana Traoré. La population de Gao a souffert et elle a besoin de se mettre au travail après la reconquête des zones occupées. Mais le manque de certaines matières constitue un obstacle à cette vision. L'eau, l'électricité et les structures financières sont illustratives. Le gouverneur de la région et des chefs de service de Gao ont expliqué au ministre de l'économie et de l'action humanitaire leur vécu. Les populations déplacées et réfugiées reviennent chaque jour. Elles sont au nombre de 13 015 personnes recensées ayant tout perdu au cours de la crise sécuritaire qui a durement frappé la région. Leurs compatriotes restés sur place et qui les ont accueillis sont également affaiblis. En plus de la sécurité dont bénéficie la population, la reprise normale des activités économiques est une recette à exploiter. D'où la nécessité d'ouvrir les institutions bancaires à Gao. Je suis passé à visiter les banques qui sont complètement dévastées. Ce que j'ai vu en tout cas me pousse à penser qu'il faut qu'ils trouvent d'autres solutions que d'attendre la reconstruction de ce qui a été fait. C'est après avoir écouté les chefs de quartier qui ont trouvé les dons insuffisants que le ministre Traoré s'est rendu au magasin de stockage de vivres de son département. Il est bien fourni et n'attend que la distribution. À la région de Gao, nous avons offert 130 sacs de riz, 21 sacs de lait, 60 sacs de mil, 60 sacs de sucre. Alors, je viens de constater que la dotation de Gao, c'est-à-dire celle de Gao, est arrivée. Il est là. Le gouvernement est en train de tout mettre en œuvre pour améliorer les conditions de vie de la population. Dans les jours à venir, des efforts seront consentis dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, entre autres, qui connaissent des problèmes. Le ministre Traoré a jugé utile d'appuyer symboliquement 2 associations de femmes déplacées des quartiers Château et Al-Djanabadjan afin qu'elles puissent entamer des activités économiques tout en envoyant leurs enfants à l'école. Bientôt, une antenne du Haut Commissariat aux réfugiés sera installée à Gao. L'information a été donnée par la représentante au Mali de l'organisation à l'issue d'une rencontre avec le gouverneur de la région de Gao et les chefs des services. Le Haut Commissariat aux réfugiés entend appuyer les déplacés et les réfugiés de retour pour leur réinsertion socio-économique. Daouda Zoumana Traoré.
Le retour normal des réfugiés et déplacés à Gao est un défi que tout le Mali se doit de relever. C'est pour cette raison que le Haut Commissariat aux réfugiés HCR, partenaire privilégié au Mali agissant dans ce sens, veut intervenir à Gao auprès des milliers de personnes revenues au Bercail. Nous sommes prêts à intervenir aux côtés du gouvernement pour leur apporter l'appui nécessaire, tout en sachant qu'il y a des réfugiés qui rentrent spontanément des pays voisins et des familles déplacées qui rentrent aussi des différentes régions du pays. Nous sommes là, à ce moment-là, pour apporter une assistance autant que faire se peut. L'équipe du HCR sera accueillie à bras ouverts par les autorités et la population de la région de Gao, dira le général de brigade Modou Adamandjalo. Un bon climat de sécurité sera mis en place pour leur faciliter la tâche qui est très complexe. Ça ne va pas être facile à gérer, mais si nous avons l'appui du gouvernement à nos côtés, la charge deviendrait aussi simple que ça. Les échanges ont également porté sur la participation à l'élection présidentielle des réfugiés qui sont dans les pays frontaliers. Des voies et moyens sont mis en place pour qu'ils ne soient pas en marge de ce processus. Solidarité en ce mois de Ramadan, les populations de Kidal viennent de bénéficier de 100 tonnes de vivres, d'une ambulance et de médicaments dont offerts par le gouvernement et remis par le gouverneur de Kidal. C'était en présence de notre reporter Fousseni Toukara. Les 4 camions contenant 100 tonnes de vivres, composés de 80 tonnes de riz, 3 tonnes de lait, 5 tonnes de petits mil, 5 tonnes de sucre, 50 bidons d'huile de 20 litres, 231 cartons de couscous et 5 cartons de thé sont bien arrivés à Kidal. Ce don du gouvernement s'ajoute à une ambulance et 415 kg de médicaments. Il s'agit entre autres des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des antipaludiques et des solites. Cette donation gouvernementale à toute la population de Kidal a été bien accueillie par les bénéficiaires. Les préfets, sous-préfets et les élus se chargeront de la distribution de ces vivres. Quant aux médicaments, la direction régionale de la santé se chargera de sa gestion. Selon le chef de l'exécutif régional, ce don sera suivi bientôt par d'autres gestes du gouvernement malien. Vous le savez, le président de la République par intérim est depuis hier à Abuja au Nigeria. Sur place, le professeur Djankouna Traoré participe aux travaux de la 43e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui ont démarré cet après-midi. La session examine les conclusions de la 70e session des ministres des Affaires étrangères et la situation politique au Mali figure en bonne place au menu de ce sommet. Plusieurs chefs d'État africains ont répondu présents, dont bien entendu le président de la République par intérim. Envoyés spéciaux à Abuja, à Ouétouri et Dembawan. Cette 43e session ordinaire fait le point de l'ensemble des derniers développements depuis le sommet de février 2013 de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. 12 chefs d'État sur les 15 de la CEDEAO sont présents. Le président Goodluck Jonathan, hôte du sommet, s'est félicité des progrès obtenus en un temps record dans la résolution de la crise malienne et bissau-guinéenne. Le président Alassane Ouattara, qui est à son deuxième mandat en tant que président de la CEDEAO, est revenu plus en détail sur l'ordre du jour de la conférence. Cette session, a rappelé le président Ouattara, se tient dans un contexte régional largement dominé par l'actualité politique au Mali. Tous les efforts en cours pour parfaire l'intégration de nos économies et l'œuvre de construction communautaire sont bien évidemment liés au préalable de la paix, de la démocratie, de la stabilité et de la sécurité. C'est fort des progrès réalisés que je voudrais, en votre nom, réitérer nos remerciements au président Goodluck Jonathan, co-médiateur dans la crise malienne, président du groupe régional de contact sur la Guinée-Bissau, au président Blaise Compaoré, médiateur dans la crise malienne, et au président Alpha Condé, médiateur dans la crise bissau-guinéenne. Beaucoup de personnalités pour ce sommet d'Abuja, le représentant spécial de l'Union africaine, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, tous ont loué les efforts déployés par la CEDEAO dans la résolution de la crise malienne.
et ont appelé à une coopération internationale plus soutenue dans la lutte contre le terrorisme. Une minute de silence a été observée à la mémoire de tous les officiers et soldats morts dans la lutte contre le terrorisme au Mali, au Niger et au Nigeria. Retour à Bamako avec l'élan de solidarité de l'ONG islamique Relief. En ce mois de Ramadan, plus de 2000 personnes du district de Bamako et de la ville de Kati ont reçu des vivres d'environ 120 millions de francs CFA. Adama Koulibaly. Ces femmes et ces hommes sont venus répondre à l'appel de l'ONG islamique Relief. C'est pour recevoir du vivre. Vivre composé de riz, de spaghettis, de sucre et d'huile. 234 tonnes de ces produits sont partagés entre 227 ménages dans le district et à Kati. C'est une aide faite par Islamic Relief à l'endroit des personnes vulnérables en ce mois de Ramadan. Islamic Relief initie chaque fois des actions de mobilisation de ressources financières pour venir en aide aux personnes vulnérables durant le mois de Ramadan. La cérémonie répond aux stratégies de Islamic Relief, à savoir sauver la dignité humaine et assurer l'autonomisation des communautés. Islamic Relief, pour respecter son engagement envers cette couche de personnes vulnérables, avait mobilisé 120 millions de francs CFA afin de pouvoir acheter ces produits. C'était l'occasion pour les bénéficiaires face aux autorités de rappeler et de reconnaître les gestes de générosité de l'ONG. Des remerciements qui ont été relayés par le représentant du ministère du Développement social, de la solidarité et des personnes âgées. C'est le lieu et l'occasion de remercier, féliciter et encourager l'ONG Islamic Relief pour tout ce qu'elle a fait et continue de faire pour les populations en besoin d'assistance. D'autres actions de solidarité de l'ONG sont prévues dans d'autres localités du pays. En vue de la mise en œuvre d'une plateforme politique de l'élevage au Mali, un atelier consultatif a ouvert ses travaux ce mercredi à Bamako. L'objectif recherché est d'améliorer la contribution de l'élevage à la sécurité alimentaire. Le reportage de Mamourou Sidibé. L'atelier national consultatif multidisciplinaire des parties prenantes qui a ouvert ses travaux ce mercredi regroupe tous les acteurs partenaires et organisations qui ont en charge la question des ressources animales au Mali. Cet atelier matérialise la mise en œuvre du programme de renforcement de la gouvernance vétérinaire en Afrique, VETGOV. La réunion qui se déroulera pendant ces 3 jours à venir permettra de mieux comprendre le programme de renforcement de la gouvernance vétérinaire en Afrique afin de préparer le secteur de l'élevage à l'élaboration de meilleures politiques, stratégies et législations. Elle vise également à l'amélioration d'une alliance forte autour d'une plateforme de concertation, mais aussi avec d'autres institutions au niveau régional et international. Les participants auront droit à la communication relative, entre autres, à la synthèse des activités menées par VETGOV au Mali, au programme de gouvernance vétérinaire, objectifs, résultats et à la stratégie de communication dans les programmes. Le programme intervient sur les 3 axes suivants. 1. La création d'un nouvel environnement propice et participatif grâce au plaidoyer et aux actions de promotion de la connaissance sur la base de résultats concrets. 2. Le renforcement des capacités institutionnelles et individuelles en matière d'analyse des politiques, de formulation et de mise en œuvre des initiatives de renforcement institutionnel des services vétérinaires. 3. L'encouragement du changement à travers les initiatives d'appui avec effet de levier important. Le programme VETGOV est formulé suite à l'analyse des contraintes au développement de l'élevage en Afrique. Il couvre tout le continent. À Sikasso, Handicap International vient de présenter son projet Agir pour l'épanouissement des enfants handicapés, une occasion pour passer en revue les réalisations déjà faites par l'ONG. Au RTM Sikasso, le reportage de Bambi Idrissa Touré. En initiant cette journée de suivi du comité de pilotage, Handicap International veut soumettre à ses partenaires les résultats obtenus dans la mise en œuvre des activités du projet Agir pour la pleine participation des enfants handicapés par l'éducation, appel après une année d'intervention. Au jour d'aujourd'hui, selon les statistiques plus ou moins officielles,
il y a environ 10% de la population malienne qui appartiennent à la couche des handicapés. Donc c'est très important et il est indispensable que des dispositions soient prises pour assurer leur éducation. Cette démarche dédiée à l'éducation inclusive enregistre déjà des acquis en 3e région, parmi lesquels des formations en éducation inclusive des enseignants, formation des organisations des personnes handicapées des APE et CGS en éducation inclusive, dotation des écoles en matériel pédagogique, construction des rampes d'accessibilité, identification des enfants handicapés et leurs orientations vers les écoles, entre autres. L'éducation inclusive, faut-il le rappeler, désigne un système éducatif qui devient accueillant pour tous et qui se dote de moyens pour répondre aux besoins de tous les enfants en situation de vulnérabilité, y compris les enfants à besoins éducatifs spécifiques, en se basant sur la diversité et le partage des différences. Rappelons que le projet Agir pour la pleine participation des enfants handicapés par l'éducation de Handicap International intervient dans 6 pays de l'Afrique de l'Ouest, à savoir Burkina Faso, Libéria, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Sport, football, championnat national Ligue 1, 28e journée. Le COB réconforte sa position en battant Attack Club de Kidal à 2-0. Et c'est par le même score de 2-0 que l'ASB a gagné contre l'Office du Niger Sport. Les rencontres ont eu lieu hier au stade Modibo Keita. Le résumé de Diarra Konaté. Attack Club de Kidal, qui a déjà la tête en deuxième division la saison prochaine, veut tenir tête au COB. Ces derniers cherchent à monter sur le podium. Ce qui dénote la détermination des Olympiens de Bamako à gagner la bataille. Dès la 4e minute, la défense adverse est prise à défaut. Mamadi Diané profite d'une erreur pour conclure l'offensive des Verts de Bamako, 1-0 score à la mi-temps. La seconde manche sera émaillée de fautes de chaque côté. C'est ainsi que Boubacar Doumbia, le portier de Kidal, lors d'une de ses sorties irrégulières, est expulsé en même temps que le joueur olympien Mamadou Tunkara suite à une charge sur le gardien. Le COB continue de provoquer la défense de Kidal et obtient un penalty à la 70e minute. Aboubakar Diarra n'étant pas face au portier. Avec cette victoire de 2-0, le COB peut désormais bien prétendre au podium. Auparavant, l'ASB, l'une des 6 équipes de la Ligue de Bamako, sérieusement sous la menace de descendre en Ligue 2, affrontait l'Office du Niger Sport de Ségou, le seul club de l'intérieur irrélégable pour le moment. L'ASB, qui est monté en Ligue 1 en 2011, espère rester dans l'élite du football malien. Cela passe sûrement par des victoires sur l'ensemble des matchs des 3 journées restantes. Ce duel entre l'ASB et l'Office du Niger Sport, qui a besoin d'une victoire pour se maintenir, s'annonce palpitant. Les joueurs de Grand Tibrou n'avaient d'autre choix que de jouer l'offensive. Mais l'ASB va se créer d'énormes occasions de but sans parvenir à les concrétiser. Le nul vierge sanctionne la première période. À la reprise, la domination de l'ASB aboutit finalement en fin de partie. Les visiteurs vont prendre 2 coups durs, c'est-à-dire 2 buts inscrits par Boubacar Sissoko à la 88e minute et Soboa Soroba à la 90e. Avec 27 points, l'espoir est donc permis pour l'association sportive de Bamako de rêver pour le maintien. Les embalotages favorables avec la Janac de Bamako, 27 points chacune, devant l'ASCO 26 points. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain soir et Mohamed Touré vous donne rendez-vous dans la mi-journée. Passez de bons moments sur l'ORTM et visitez notre site www.ortm.ml. Bonsoir.